Que se passe-t-il lorsqu'un groupe d'hommes reçoit un laissez-passer pour commettre n'importe quelle atrocité sans répercussion? La réponse se trouve dans Tiger Force, une escouade d'élite pendant la guerre du Vietnam, dont le nom est associé à l'un des plus grands honteux de l'histoire militaire des États-Unis. Dans les jungles impénétrables du Vietnam, des soldats formés pour être les meilleurs sur le champ de bataille se sont transformés en monstres. Meurtres, mutilations, viols et tortures. Des tigres hors de contrôle, guidés uniquement par un ordre impitoyable. Tuer tout ce qui bouge. Mais la partie la plus terrifiante de tout cela n'est pas seulement la barbarie qu'ils ont déclenchée, mais ce qui s'est passé après. Malgré les témoignages et les preuves, le gouvernement américain a tout fait pour dissimuler ces crimes, laissant les victimes dans l'ombre et les auteurs libres de toute forme de justice. La naissance des Tigers, la création de l'unité la plus redoutée du Vietnam. Tiger Force ne surgit pas de nulle part, mais fut une réponse militaire aux besoins stratégiques de la guerre du Vietnam. En novembre 1965, le major David Hackworth, un homme visionnaire et ambitieux, forma une unité d'élite au sein du 1er bataillon, 327e régiment d'infanterie, 101e division aéroportée. Sa mission était claire, créer une patrouille de reconnaissance à longue portée capable de pénétrer les jungles les plus denses du Vietnam et d'éliminer l'ennemi avec une efficacité et une rapidité maximales. De cette idée naquit Tiger Force, une escouade de guérilleros hautement entraînés, dont la structure, bien que réduite en nombre, devint un exécuteur redouté de la stratégie militaire des États-Unis. Tout au long de son existence, Tiger Force n'a pas maintenu une composition fixe. À tout moment, le nombre d'hommes fluctuait, mais en général, l'escouade comptait environ 45 membres, bien que jusqu'à 120 soldats aient été enregistrés entre juillet et décembre 1967. Les membres de Tiger Force étaient régulièrement remplacés, ce qui permettait à l'unité de se renouveler en permanence, préservant son efficacité tout en maintenant son caractère exclusif. Malgré sa taille relativement réduite, ce qui distinguait réellement Tiger Force des autres unités de la guerre, c'était la grande autonomie qui lui était accordée. Une fois déployés dans une zone opérationnelle, les hommes de Tiger Force opéraient en totale liberté pour accomplir leur mission, sans la surveillance constante qui caractérisait les autres unités. Leurs objectifs étaient simples: reconnaissance, localisation et élimination de l'ennemi. Cependant, ce mandat ouvert ne comportait aucune restriction claire quant à la manière dont ils devaient l'accomplir, et la supervision par le commandement supérieur était minimale. Tant que le nombre de victimes ennemies augmentait, la hiérarchie militaire restait satisfaite. Cette liberté, combinée à un manque de contrôle et de responsabilité, prit rapidement un tournant sombre. En l'absence des normes de comportement strictes qui régissaient les autres unités, les membres de Tiger Force commencèrent rapidement à agir de manière indépendante, franchissant les lignes éthiques et juridiques. L'absence de supervision appropriée permit à certains hommes de Tiger Force d'adopter une approche beaucoup plus brutale, au-delà de toute justification tactique. Ce qui avait commencé comme une unité d'élite chargée d'accomplir des missions à haut risque, devint un groupe qui non seulement enfreignait les lois de la guerre, mais déclencha également une série de crimes de guerre qui laisseraient une marque indélébile sur l'histoire de la guerre du Vietnam. Ce manque de supervision et le climat d'impunité qui les entourait leur permettaient d'agir de manière imprudente. Avec une telle structure flexible et aucune responsabilité envers quiconque, le comportement des soldats de Tiger Force devint de plus en plus erratique et impitoyable. La vallée de Svay, la descente de Tiger Force dans la brutalité. L'été 1967, le destin de Tiger Force fut scellé lorsqu'elle fut envoyée dans la vallée de Svay, un point stratégique agricole situé au cœur d'un conflit encore plus vaste. La vallée, considérée comme un refuge pour les forces du Viet Cong, VC, et l'armée nord-vietnamienne, NVA, devint une étape opérationnelle clé pour les forces militaires américaines. L'objectif de Tiger Force était clair: évacuer les derniers villageois vers un camp de réfugiés voisins, puis nettoyer la zone en recherchant à la fois des combattants ennemis et des fournitures de guerre. Pour ce faire, la vallée de Svay fut déclarée zone de tir libre. La règle était simple et brutale: tirer d'abord, poser des questions ensuite. En théorie, les pertes civiles étaient inacceptables, mais dans la pratique, l'application de cette règle était laxiste, donnant libre cours aux violations des droits de l'homme. Le commandant de l'opération dans la vallée était le lieutenant James Hawkins,
un homme dont l'ego et le style de commandement pompeux devinrent rapidement un fardeau pour son unité. À mesure que les conditions se dégradaient, Hawkins devint plus obsédé par son image et ses ordres que par le bien-être de ses hommes ou l'intégrité de la mission. Sous son commandement, les règles de combat disparurent rapidement, laissant la brutalité prendre le contrôle. Bien que tous les membres de Tiger Force ne puissent être détaillés, deux noms se distinguent, Ken Green et Sam Ibarra. Tous deux étaient amis d'enfance et s'étaient enrôlés ensemble, partageant la même formation et le même enthousiasme à faire partie de Tiger Force. Cependant, ce qui avait commencé comme une aventure militaire pour ces hommes ordinaires se transforma rapidement en une expérience qui les marquerait à jamais, changeant irrévocablement leur vie et leur perception du conflit. Dès leur arrivée dans la vallée de SV, les soldats de Tiger Force commencèrent à vivre une série d'événements qui marquèrent le début d'une spirale de violence et d'abus. Lors de leur premier jour, l'unité trouva une cabane isolée dans la forêt. Un homme en sortit et tira sur les soldats, ce qui poussa Tiger Force à riposter, tuant l'homme et détruisant la cabane. Cependant, lorsque les soldats inspectèrent le site, ils découvrirent que l'homme était accompagné de sa femme et de son enfant, tous deux tués par les tirs. Cet incident, en surface, sembla être un simple cas de dommages collatéraux, quelque chose que les soldats commençaient à accepter comme faisant partie de la guerre. Mais cet événement n'était que le premier présage de ce qui allait suivre. Le déploiement dans la vallée n'impliquait pas seulement une lutte constante contre les forces ennemies, mais aussi contre le terrain, la météo et les conditions psychologiques du groupe lui-même. L'unité subit des embuscades, des pièges en bambou, des fils-pièges, des serpents venimeux et le manque épuisant de ressources, comme la nourriture et le repos. Cette pression constante conduisit Tiger Force à un état de frustration et de paranoïa. Chaque bruit, chaque ombre dans la jungle pouvait être l'ennemi en embuscade. La nécessité de rester constamment sur le qui-vive déclencha une série d'abus. Les soldats commencèrent à attaquer les villageois qui n'obéissaient pas aux ordres d'évacuation ou qui revenaient dans leur foyer une fois les forces américaines retirées. La violence spirala rapidement hors de contrôle, et ce qui avait commencé comme une mission de nettoyage stratégique se transforma en un processus de destruction systématique. Le manque de contrôle sur Tiger Force, combiné à la résistance croissante des villageois, poussa les soldats à voler, agresser et finalement détruire des villages. Les huttes furent incendiées pour empêcher les villageois de revenir, un acte de répression qui reflétait la brutalité et le mépris de la vie humaine qui commencèrent à envahir l'unité. À mesure que le chaos s'empara de la mission, les atrocités se multiplièrent. Les hommes de Tiger Force devinrent les agents d'une guerre sans règles, où la violence se répandait sans aucune limite. Incident de cruauté, la spirale de Tiger Force. La brutalité de Tiger Force, une fois lancée, révéla rapidement son côté le plus sombre. Ce qui avait commencé comme une mission dans la vallée de Sve se transforma rapidement en une spirale de violence de plus en plus incontrôlable, alimentée par le stress, le désespoir et la déshumanisation totale des soldats. Dans cet environnement chaotique, la ligne entre combattants ennemis et civils innocents se brouilla complètement. L'un des premiers signes de déshumanisation fut l'attitude perturbante du soldat Sam Ibarra. Bien qu'il ne fût pas le seul à succomber à la violence, sa fascination croissante pour les brûlures et la souffrance humaine se distingua. Ibarra, avec son compagnon Ken Green, fut responsable de l'un des incidents les plus terrifiants de l'opération. Lors d'une des fouilles de village, ils trouvèrent un homme sans armes essayant de se cacher sous une table dans sa maison. Sans dire un mot, les soldats le traînèrent dehors, le battirent, et finalement, Ibarra le tua de manière brutale en lui tranchant la gorge avec un couteau. Les soldats justifièrent cet acte en affirmant que l'homme portait un foulard, un supposé symbole de l'armée nord-vietnamienne, NVA, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve qu'il était un combattant. Cet incident ne fut pas un acte isolé, mais le début d'une série de crimes qui devinrent la routine de Tiger Force. La brutalité se normalisa, et l'indifférence envers la souffrance humaine croît au fil du temps. Les soldats racontaient leurs exploits autour du feu de camp, comme si le meurtre d'un civil ou d'un prisonnier n'était qu'un autre récit de guerre, peu importe la cruauté ou l'inutilité de l'acte. Une fois, certains membres de l'unité, y compris le lieutenant James Hawkins, étaient ivres après une nuit de beuverie. En patrouillant dans la zone,
ils rencontrèrent un vieil homme vietnamien marchant le long d'un sentier. Au lieu de s'arrêter ou de lui poser des questions, les soldats l'attaquèrent avec les crosses de leurs fusils, appréciant le pouvoir que l'alcool et la guerre leur conféraient. La scène se termina par la mort du vieil homme lorsque Hawkins, sans hésiter, lui tira dessus alors qu'il était à terre. Peu après, Hawkins répéta l'action avec 2 femmes âgées qui approchaient de l'unité, aucune d'elles ne représentant une menace. La violence s'étendit également à ceux qui tentaient d'intervenir ou de questionner le comportement des soldats. Le médecin de l'équipe, Barry Bowman, fut témoin de l'une des exécutions les plus perturbantes. Lorsqu'un prisonnier sans armes fut capturé, le sergent de l'équipe ordonna son exécution. Lorsque Bowman refusa, il fut poussé à céder, jusqu'à ce que le sergent, frustré, tire sur le prisonnier lui-même. Cet acte de brutalité non seulement brisa le moral du médecin, mais il reflétait aussi l'effondrement total de l'humanité au sein de l'unité. L'un des moments les plus macabres se produisit lorsque Tiger Force captura 2 hommes âgés et aveugles lors d'une de leurs rafles. Les soldats affirmèrent que ces hommes étaient des sentinelles du Viet Cong, mais la logique derrière cette accusation était difficile à croire, étant donné que les hommes ne pouvaient pas voir. Alors que les prisonniers étaient escortés par un garçon de 12 ans, les soldats envisagèrent de les tuer, mais la présence d'un hélicoptère à proximité les dissuada de commettre le meurtre à ce moment-là. Cet incident, ainsi que bien d'autres, souligna l'absence totale d'humanité des soldats de Tiger Force. Le comportement agressif des soldats affectait non seulement les villageois, mais aussi ceux qui s'approchaient pour les réprimander. Un vieux moine bouddhiste s'approcha de Tiger Force pour les réprimander pour leur traitement des civils. Les soldats, incapables de comprendre ces paroles à cause de la barrière linguistique, réagirent violemment. Au lieu d'écouter, ils l'accusèrent d'être un tueur de WC et lui tirèrent dessus, plaçant une grenade sur son corps comme si cela était une punition méritée. Parmi les soldats, se vanter des morts devint une constante. Le sergent Robin Vanny, surnommé One Punch, faisait des paris sur le fait de tuer un civil d'un seul coup. Après avoir échoué dans sa tentative initiale, il trouva l'occasion de tenir son pari, ordonnant à un autre soldat de maintenir une baïonnette derrière l'homme capturé. L'exécution fut rapide, sans hésitation, comme une démonstration de pouvoir absolu. Cependant, tous les membres de Tiger Force ne s'impliquèrent pas complètement dans cette spirale de cruauté. Le sergent Manuel Sanchez fut l'un des rares à tenter de maintenir une certaine intégrité au milieu de la barbarie. Après avoir capturé 2 jeunes prisonniers, Sanchez refusa de les exécuter, sachant que c'était mal. Toute la nuit, il veilla sur eux, craignant que quelqu'un d'autre prenne la décision de les tuer. Le lendemain, le lieutenant Hawkins envoya 2 soldats pour relocaliser les prisonniers. Mais dès qu'ils quittèrent le camp, les soldats les exécutèrent sans plus de considération. Sanchez, horrifié par ce qu'il avait vu, se sentit piégé dans une spirale de violence qui consommait son unité. L'opération dans la vallée de Sesve, bien qu'elle se soit conclue en août 1967, laissa un héritage de cruauté qui s'étendit bien au-delà des frontières de la vallée. Lorsque le lieutenant Donald Wood tenta de signaler les crimes à ses supérieurs, il fut accueilli avec indifférence et Tiger Force fut rapidement réaffecté à une autre mission. Ainsi, la brutalité de Tiger Force ne prit pas fin avec l'opération dans la vallée. Elle continua avec le même schéma de destruction et d'abus, comme une ombre suspendue au-dessus des villages et des villes qu'ils touchèrent. Silence brisé, l'enquête sur les crimes de Tiger Force. L'histoire de Tiger Force demeura dans l'ombre pendant des décennies, cachée derrière un voile de silence militaire et de corruption institutionnelle. Tandis que les Tigres poursuivaient leur campagne brutale, les atrocités qu'ils commettaient ne se limitaient pas à la violence sur le champ de bataille, mais s'étendaient à une série de crimes de guerre qui s'accumulaient sans que personne ne les défie efficacement. Cependant, comme dans de nombreux cas d'injustice, la vérité ne peut pas rester cachée éternellement. Durant les mois de la campagne, notamment dans le cadre des opérations dans la vallée de Svay et la province de Quang Tin, Tiger Force s'enfonça encore plus dans un abîme de cruauté. Le cycle de violence incontrôlée n'affectait pas seulement les civils vietnamiens, mais aussi le moral et l'humanité des soldats américains eux-mêmes, comme en témoignent ceux parmi eux qui gardaient encore une conscience intacte. L'un des moments clés qui reflétait cette spirale de brutalité se produisit lors d'une fouille de village, lorsque les Tigres, comme à leur habitude, n'hésitèrent pas à lancer des grenades dans les tunnels où des femmes et des enfants tentaient de se cacher.
Tandis qu'ils écoutaient leurs cris s'éteindre pendant la nuit, les soldats savaient que les corps seraient extraits au matin. Ce type de violence indiscriminée ne se produisait pas seulement avec une régularité inquiétante, mais il était marqué par un mépris total de la vie humaine. Au milieu de cette barbarie, le médecin de l'unité, Barry Bowman, se retrouva piégé entre le bon sens de sa conscience et la dure réalité des ordres. Après avoir désobéi à un ordre d'exécution d'un prisonnier quelques semaines plus tôt, Bowman fut forcé de tirer sur un homme blessé sans aucun remords, constatant que ce n'était plus une question de ce qui était moralement juste, mais de pure survie. La situation s'aggrava lorsque les tigres adoptèrent des comportements de plus en plus sadiques. Le soldat Ibarra, par exemple, commença à prendre des trophées de guerre, une sorte de passe-temps macabre. Les oreilles humaines étaient un trophée courant, suspendu à un collier, une pratique qui représentait le niveau de déshumanisation atteint par l'unité. La cruauté des tigres était telle que de nombreux soldats craquèrent mentalement, se déconnectant complètement de toute notion d'éthique ou d'humanité. L'enquête et la révélation publique de ces crimes n'intervinrent que bien après le retrait de l'unité des lignes de front. Tout au long de 1967, les ordres donnés aux tigres étaient clairs, obtenir des tués. Vous êtes du 327e, donc je veux 327 tués, était l'une des directives données par leurs supérieurs. Dans un tel contexte brutal, les crimes de guerre étaient presque perçus comme une mesure du succès. Cependant, les tigres ne se contentèrent pas de rencontrer le nombre de victimes attendues, mais ils le surpassèrent largement, bien que beaucoup de ces morts concernent des civils non armés. À la mi-septembre, Tiger Force fut transféré dans la province de Quang Tin pour une mission appelée Opération Wheeler. Cette opération marqua une nouvelle phase de la politique de la terre brûlée, visant à éliminer toute présence de l'armée nord-vietnamienne, NVA, dans la région. Mais tandis que les autorités supérieures désiraient des résultats rapides et concrets, le moral des tigres continuait de se détériorer. Le manque de responsabilité, combiné à leur mépris de la vie humaine, poussa les soldats à commettre encore plus de crimes atroces. Lors d'une mission particulière le 29 septembre, le spécialiste Green perdit la vie dans une embuscade, laissant les tigres encore plus enragés et prêts à déchaîner toute leur fureur sur les populations locales. Ce fut alors que le soldat Ibarra prit la tête de l'unité et ordonna une attaque massive contre un village sans tenir compte des conséquences. Le fait qu'aucune arme ne fût trouvée dans le village n'arrêta pas les tigres. Ils poursuivirent leur opération de nettoyage, anéantissant toute trace de vie sur leur passage. Ce qui demeura constant fut l'incapacité du commandement supérieur à freiner le comportement des tigres. Même lorsque le capitaine Harold Maha remplaça le lieutenant Hawkins, les atrocités ne cessèrent pas, mais s'intensifièrent. Maha tenta d'imposer un minimum de supervision, mais les tigres avaient déjà franchi le seuil de la moralité et de l'éthique. Lors de l'une de leurs premières missions sous son commandement, après avoir rencontré des civils, les tigres continuèrent à attaquer sans remords, tuant 16 personnes, dont des enfants et des bébés. Lorsque l'unité fut finalement retirée à la fin de 1967, le bilan officiel des morts rapporté par Tiger Force était de 327. Cependant, ces chiffres ne représentaient qu'une fraction de la violence réelle, car la plupart des meurtres n'avaient jamais été rapportés. Certains soldats, comme l'un d'eux qui affirma avoir personnellement tué 120 personnes, admettaient que la plupart des morts étaient simplement ignorés ou dissimulés. Les autorités militaires savaient qu'avec tant de morts et si peu d'armes retrouvées, des soupçons commenceraient à émerger. Mais le silence fut la réponse de la hiérarchie militaire, qui non seulement ignora les crimes, mais les laissa se poursuivre sans responsabilité. Au fil des années, les témoignages des rares survivants de Tiger Force commencèrent à faire surface, révélant l'étendue des atrocités commises. Les récits de violence, de trophées humains et du meurtre de civils innocents étaient si glaçants que malgré les efforts pour les supprimer, ils finirent par fuiter dans le public. L'enquête cachée, Tiger Force à l'ombre de l'histoire. L'histoire de Tiger Force constitue un sombre chapitre de la guerre du Vietnam, marqué par les atrocités commises par une unité d'élite opérant sous l'ombre de l'impunité militaire. Malgré les massacres et les crimes horribles perpétrés par ses membres, c'est l'indifférence des autorités et l'absence de volonté de rendre justice qui permirent à leurs crimes de rester cachés pendant des décennies. L'un des moments les plus significatifs de l'histoire de Tiger Force
se produisit après une attaque contre un village où le soldat Ibarra commit l'un des crimes les plus abominables de l'unité, le massacre d'un bébé. Cet événement marqua un point de non-retour, et bien que de nombreux membres de l'unité restèrent silencieux, l'un d'entre eux, un soldat nommé John Ahern, ne supporta pas ce qu'il avait été témoin. Quelques mois après cet incident, Ahern fut tué, mais pas avant d'avoir confessé ce qui s'était passé à son camarade de service Gary Coy. Horrifié par ce que son ami lui avait révélé, Coy décida de prendre la parole et de partager l'information avec le monde. À partir de là, une série d'événements déclencherait une enquête officielle sur les crimes de guerre commis par Tiger Force. Après le scandale du massacre de My Lai en 1968, qui révéla des atrocités commises par d'autres unités américaines au Vietnam, le Pentagone créa un département des enquêtes criminelles pour traiter les accusations croissantes de crimes de guerre. L'enquête sur Tiger Force fut dirigée par l'agent Gustave Apsey, qui, dans un effort pour découvrir la vérité, passa des années à traquer les membres survivants de l'unité. Cependant, au moment où l'enquête débuta sérieusement, la plupart des soldats de Tiger Force avaient déjà quitté le service, ce qui compliqua la tâche de les retrouver et d'obtenir des preuves. Malgré ces défis, Apsey réussit à compiler une liste de crimes qui incluait la torture, le meurtre de civils, la mutilation de cadavres et l'exécution de prisonniers. Ce qui rendait l'enquête encore plus choquante, ce furent les aveux d'anciens membres de l'unité qui, lors d'interviews ultérieures, admirent que les tueries indiscriminées faisaient partie du modus operandi de Tiger Force. L'un des témoignages les plus déchirants vint d'un ancien soldat qui avoua avoir tué plusieurs civils, déclarant « Les tigres ont tué beaucoup de gens pendant que j'étais avec eux, et peut-être que j'en ai tué un ou deux moi-même. Cela ne serait pas considéré comme justifié. » Tandis que certains des tigres montraient des remords pour leurs actes, la plupart n'avaient pas peur des conséquences, sachant que la hiérarchie militaire avait choisi de maintenir le silence autour de cette affaire. En 1975, Apsey soumit son rapport aux autorités, exposant l'ampleur des crimes de guerre commis par Tiger Force. Les preuves étaient accablantes. Au moins 18 individus, dont des noms importants comme Ibarra et Hawkins, auraient pu être poursuivis pour crimes de guerre. Cependant, le gouvernement américain décida que rien de bénéfique ou de constructif ne pourrait résulter d'une poursuite à ce moment-là. Aucune audition ne fut tenue, aucune accusation n'éclata, et plus scandaleusement encore, l'affaire ne fut jamais rendue publique. Bien que l'enquête officielle ait été suspendue, la vérité ne resta pas cachée indéfiniment. En 2002, Michael Salla et Mitch Weiss, deux journalistes d'investigation, découvrirent des dossiers sur Tiger Force lors de leur enquête sur les crimes de guerre américains au Vietnam. Ce qu'ils trouvèrent était stupéfiant. L'une des plus grandes enquêtes sur les crimes de guerre aux États-Unis avait été complètement dissimulée. Salla et Weiss passèrent des mois à recueillir des preuves. Ils traquèrent les survivants de Tiger Force, consultèrent les archives radio de la guerre et se rendirent même sur les lieux des massacres, comme la vallée de Sveu et la province de Quang Tinh, pour interroger les survivants des atrocités commises par l'unité. Ce fut un travail exhaustif, mais leur persévérance finit par payer. En octobre 2003, Salla et Weiss publièrent une série explosive sur Tiger Force dans The Toledo Blade, révélant au monde les atrocités commises par l'unité. Leur enquête non seulement mit à jour les crimes de guerre dissimulés, mais leur rapport leur valut également le prix Pulitzer du journalisme d'investigation en 2004. La vérité finit par éclater, mais comme prévu, la justice ne suivit pas. Le déclin et l'impunité, la fin de Tiger Force. Tout au long de leur séjour au Vietnam, de nombreux membres de Tiger Force se sont enfoncés dans la brutalité de la guerre, franchissant des lignes morales que, pour beaucoup, il n'aurait jamais été question de franchir. L'unité, créée pour éliminer le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne dans l'une des zones les plus stratégiques et dangereuses de la guerre, est finalement devenue synonyme d'atrocités indescriptibles. Le manque de surveillance, l'autonomie quasi absolue qui leur était accordée et la mentalité de zone de feu libre ont contribué à une culture de violence et de cruauté incontrôlée, laissant des cicatrices indélébiles tant chez les victimes que chez les soldats eux-mêmes. Certains membres de Tiger Force, comme James Hawkins, le lieutenant qui dirigeait l'unité, n'ont jamais montré de remords pour leurs actes. Hawkins était connu pour son attitude impitoyable
et son obsession d'obtenir des bilans de corps élevés, peu importe s'il s'agissait de combattants ennemis ou de civils innocents. Malgré les rapports de ses crimes et les témoignages de soldats qui ont tenté de l'arrêter, Hawkins n'a jamais été jugé et a continué sa vie sans faire face aux conséquences de ses actions. D'autres membres, comme Sam Ibarra, le soldat dont la cruauté était même connue de ses camarades, ont aussi échappé à la justice après leur retour aux États-Unis. Ibarra, responsable d'actes tels que la mutilation de cadavres et la collecte de trophées humains, est décédé en 1982 dans des circonstances floues, n'ayant jamais été jugé pour ses crimes. La culture de violence qu'il avait fomentée pendant son temps dans Tiger Force a continué de hanter sa vie après la guerre, et son nom reste l'un des plus infâmes de l'unité. Cependant, tous les membres de Tiger Force ne se sont pas alignés sur la brutalité qui a défini l'unité. Certains, comme le sergent Manuel Sanchez, ont tenté de préserver leur intégrité. Sanchez, dans une tentative de sauver des prisonniers de l'exécution sommaire, a confronté ses propres camarades, mais sa résistance s'est avérée futile. La culture de l'unité était trop puissante, et bien qu'il ait essayé de faire ce qui était juste, sa vie après la guerre fut marquée par le traumatisme et la culpabilité. Le témoignage de figures comme Donald Wood, le lieutenant qui a tenté d'arrêter les tueries et qui a signalé les crimes à ses supérieurs, offre un aperçu de la lutte intérieure que de nombreux soldats ont vécue. Bien qu'il ait été l'un des rares à élever la voix contre les atrocités, sa vie après le Vietnam a été tout aussi difficile. Le poids de ce qu'il avait vu l'a hanté, et bien qu'il ait lutté pour faire ce qui était juste, il n'a jamais pu sauver les innocents des griffes de l'unité. Malgré les plaintes de certains membres et les rapports déposés à l'époque, Tiger Force a été dissoute sans que la véritable justice n'ait été rendue. Bien que la justice n'ait jamais été rendue aux coupables, le souvenir des atrocités reste vivant dans la mémoire collective, et leur histoire doit servir de rappel de ce qui peut se produire lorsque l'humanité est oubliée dans le feu de la bataille. La vérité silencieuse, le procès public de Tiger Force. Malgré les preuves irréfutables de leur culpabilité, les soldats de Tiger Force n'ont jamais été jugés. Cependant, le procès le plus important et le plus significatif n'a pas eu lieu dans les tribunaux, mais dans le procès public qui s'est déroulé grâce au travail courageux de journalistes comme Michael Salla et Mitch Weiss. Tout au long de leurs enquêtes, ces deux reporters ont révélé l'ampleur des atrocités commises par l'unité et ont dû faire face à un mur de silence qui n'a craqué que grâce à leur détermination. Dans leur livre Tiger Force, A True Story of Men and War, publié en 2008, Salla et Weiss ne se sont pas seulement penchés sur les crimes commis sur le terrain, mais aussi sur les profondes pressions auxquelles les soldats étaient confrontés dans le contexte de la guerre. À travers des récits bouleversants de vétérans, les auteurs ont montré comment la culture militaire au Vietnam a poussé les hommes de Tiger Force à adopter des comportements violents et déshumanisants, souvent sous la menace d'être qualifiés de faibles ou de traîtres s'ils ne s'alignaient pas sur la brutalité du conflit. Beaucoup de vétérans, accablés par la culpabilité, ont partagé des histoires d'horreur dans lesquelles ils avaient eux-mêmes participé. Toutefois, le véritable objectif du livre n'était pas seulement la violence sur le terrain, mais le second crime, le camouflage systématique de ces atrocités par les autorités militaires et politiques américaines. Le livre n'était pas seulement une enquête exhaustive, mais aussi un témoignage sur les dilemmes moraux auxquels les soldats ont dû faire face. Il a montré comment beaucoup d'entre eux se sont retrouvés coincés entre leur loyauté envers leurs camarades et la culpabilité des atrocités qu'ils avaient commises. Malgré la pression croissante du public pour que justice soit rendue, la réponse des autorités est restée minimale et évasive. Même lorsque les crimes de guerre en Irak ont commencé à susciter une forte indignation internationale, la réponse institutionnelle face aux atrocités de Tiger Force a été quasiment inexistante. Le procès public, bien qu'essentiel, n'a pas trouvé de réponse officielle, laissant les victimes et les survivants sans réparation.